Salutations chers disciples d'Avan et bienvenue dans notre 98e review consacré à l'anime Dai no Daiboken. Cet épisode intitulé La décision de Dai a été diffusé le 8 octobre 2022. Il conclut les adieux de Gome-chan et révèle la forme draconienne de notre héros. Il adapte de la moitié du chapitre 338 jusqu'à la 7ème page du 342, terminant le tome 36 et entamant enfin le dernier volume du manga. D'ailleurs, il est à noter que la couverture de ce tome était différente des autres. Là où tous les précédents volumes disposaient d'une teinte beige en arrière-plan, celui-ci était immaculé de blanc. C'est de toute beauté. Cet épisode a été dirigé de main de maître par Hiroaki Miyamoto, qui est également l'un des meilleurs réalisateurs de la série. Il nous propose encore une fois un résultat soigné, autant pour la disparition de Gome-chan que pour la transformation de Dai. Comme pour l'épisode 73, il a pu collaborer avec Mamoru Yokota qui s'est permis d'inviter beaucoup de guests. Parmi les animateurs, nous retrouvons des grands noms comme Akio Watanabe, Junichi Ayama, Isamu Takara, Satoshi Sakai, Tatsuya Miki, Tsubasa Kotobuki ou encore Chikashi Kubota. Évidemment, nous n'allons pas détailler tout leur palmarès ici, sinon la vidéo pourrait durer des heures. Mais nous pouvons vous assurer qu'il s'agit de véritables légendes dans le milieu de l'animation. Pour l'anecdote, Kubota a avoué qu'il n'a pas pu finir sa scène dans les temps. Il a dû déléguer la phase de clean à d'autres personnes. Afin d'assurer cette charge de travail monstrueuse, Yokota a été aidé par Katsumi Tamegai à la direction de l'animation. On ajoute à ce duo ce bon vieux Hisashi Kagawa à la supervision, et nous avons un résultat graphique impeccable. Allez, il est temps d'analyser cet épisode, qui atteint le climax de cette grande aventure. L'épisode débute d'une façon inhabituelle, sans afficher l'écran titre. Le nom de l'épisode est affiché en bas à droite de l'écran, tandis que l'on se retrouve dans le Grand Nord près d'Orzam. L'équipe de faux héros se retrouve confrontée à un Jamirus, et nous retrouvons avec plaisir des visages pleins de morts si chers à Koji Inada. Une page entière du manga a été supprimée où nous pouvions voir la fine équipe escalader le pilier. Arrivé au sommet, Derolin décrivait alors à quel point il y faisait chaud. Zurbon, la fausse prêtresse, lui disait que c'était probablement parce que la bombe était sur le point d'exploser. Une case nous présentait le monstre de dos et l'équipe se demandait s'il ne s'agissait pas d'un ami de Dai. Dommage pour eux, ce n'est pas le brave Garuda de Crocodile. Le Jamirus est apparu pour la première fois dans Dragon Quest VI et a eu plusieurs déclinaisons. Vu que le chapitre est sorti en octobre 1996 dans le Weekly Shonen Jump, le jeu vidéo de Enix était déjà disponible depuis presque un an. De quoi rajouter des ultimes références avant la conclusion de l'œuvre. Dans la planche originale, les traits de la créature la rendaient encore plus agressive. Derolin se disait qu'il ne pourrait jamais la vaincre et celle-ci demandait à l'équipe si elle préférait mourir gelée ou dans l'explosion. Ce à quoi le faux héros répondait qu'il ne voulait ni l'un ni l'autre. C'est à ce moment que Matorif débarquait avec un effet de suspense autour de son identité en ne montrant que son pied. Dans l'épisode, on nous montre une partie de son visage pour conserver cet effet de révélation, mais on le reconnaît assez facilement. Sans attendre, le vieil homme dégaine Medoroa pour se débarrasser du monstre. La réaction sur le visage de la créature a été bien adaptée. La pauvre ne comprend pas ce qu'il se passe. Tout comme dans le manga, le nom de la magie n'est pas cité, mais tout le monde aura reconnu la forme du sort. Le maître semble bien fatigué et a tellement puisé dans ses dernières forces qu'il s'agenouille. Aucune censure n'a été appliquée quand il crache du sang, et dans la case d'origine, la douleur était si intense qu'il en perdait ses pupilles. Tandis qu'il s'adresse à Mazofo, nous apprenons avec stupéfaction qu'ils sont condisciples et qu'ils ne s'étaient pas revus depuis leur formation de mage. Nous pouvions croire avec les traductions qu'ils sont frères de sang, mais le databook précise bien que Matorif est le seigneur de Mazofo et qu'ils ont eu le même maître. Le terme japonais Anideshi ne laisse pas de place à l'erreur et signifie bien disciple seigneur. Ce qui est amusant, c'est que l'édition Gélum mettait le terme confrère. Décidément, sur cette fin, il était étonnamment juste. Pas le temps de célébrer cette réunion, le cœur noir s'apprête à exploser. Le manga nous présentait un bruit sourd que nous pouvons enfin entendre. Également, l'anime a eu la bonne idée de rajouter des teintes rougeâtres là où les cases d'origine ne présentaient pas de changement particulier. Matorif ne peut plus invoquer de sort et dans le manga, cette incapacité était symbolisée par un fond noir pour bien marquer son impuissance. L'archimage pose alors son bras sur celui de son frère d'armes et lui tache ses vêtements avec son sang, ce qui n'était pas le cas dans le manga. Eh mais je vais le passer chez le pressing, il est dégueulasse le vieux. Mazofo est leur dernier espoir et c'est lui qui va devoir geler le cœur. D'ailleurs dans le manga, Matorif lui mettait un petit coup de poing tout en faisant un clin d'œil. Un petit sort de rien du tout contre toute la gloire. Un marché aussi intéressant, ça ne se refuse pas. L'anime a aussi laissé le sang sur le visage du vieux mage là où il disparaissait dans les planches de base. Et c'est un bon point pour éviter les faux raccords. Derolin tire l'oreille de son frère d'armes. Pas le temps de niaiser, tout le monde va l'aider pour réussir. Cela reprend bien la case de base avec des traits humoristiques malgré la tension du moment. Le visage de Mazofo se fait grave. Il ne peut plus reculer, tandis que le cœur rougit davantage et s'apprête à exploser. La case de base présentait à ce moment un bel effet de lumière. Nous arrivons au climax du plan de Vern. Les seiyuu Yoko Ikasa et Hiroshi Mono font un travail formidable pour exagérer les émotions de Zurbon et Derolin. C'est toujours amusant de voir des acteurs aussi expérimentés interpréter des rôles assez mineurs.
Entouré par les morceaux de Gomechan, un splendide effet de caméra nous présente l'empereur. D'après lui, aucun miracle ne pourra entraver son plan. Mais malgré l'intensité du moment, Dai reste calme. Cela a l'air de rendre fou le dieu du mal avec un incroyable zoom sur son œil vibrant de colère. De son côté, le manga nous présentait un plan en contre-plongée de Vern activant les piliers, tandis que la fausse équipe se donnait à fond pour geler le dernier cœur. C'est sur ce cliffhanger que se terminait le chapitre 338 de l'œuvre originale. La page de base nous offrait de magnifiques effets de lumière avec un Vern qui en perdait ses pupilles devant tant de volonté. Le temps semble alors s'arrêter, et un magnifique travelling sur l'empereur nous présente sa surprise. Le Vern Palace baigne dans une lumière aveuglante et reprend l'une des doubles pages du manga. D'ailleurs, à ce moment, un narrateur externe nous indiquait qu'à cet instant, la terre se mit à scintiller. Le dieu du mal hurle de colère et d'incompréhension. Mais pourquoi ça n'explose pas? Cette réaction était illustrée par une page entière où son faciès était marqué par ce mélange d'émotions. Du côté des faux héros, on célèbre le courage de Mazofo, qui en pleure à chaudes larmes. Quelques modifications ont aussi été réalisées. Ici, Matorif se contente de sourire, tandis qu'à la base, il disait à son condisciple « Je te l'avais dit ». De plus, dans les cases d'origine, le faux mage n'était pas aussi câliné par ses compagnons. Certes, dérouler les Urbones s'enlaçaient et Héros sautaient de joie, mais le pauvre magicien restait bien seul en comparaison. Cette franche camaraderie est une modification sympathique de l'épisode. Le ciel prend alors une teinte dorée et chaque protagoniste lève la tête pour observer ce superbe spectacle. Une mention spéciale à Fopster qui a une sacrée classe durant ce passage. Une page entière du manga nous présentait ce moment de grâce pour l'humanité. Durant ce passage, la traduction des éditions J'ai lu disposait une nouvelle fois d'un problème, mais qui correspondait bien à la scène. Pour reprendre la teinte du ciel, Matorif parlait d'un rôle en or pour Mazofo. Haha, les différents souverains et parents des héros réagissent alors à cette victoire. Une phrase du roi de Romos a d'ailleurs été modifiée. Il disait que les tremblements s'étaient arrêtés alors qu'ici il s'exclame en regardant le ciel sans jamais finir sa phrase. L'anime nous propose également un roi de Bengarna bien plus enjoué que dans le manga, tel un vrai supporter passionné. Les deux pages entières qui illustraient les différentes réactions donnaient presque une sensation de victoire totale. Une belle traînée dorée se dirige vers le ciel et une magnifique musique nous enveloppe tandis que Pop et Leona se préparent à faire leurs adieux à Gomechan. Dans le manga, les deux personnages avaient des flashbacks en arrière-plan pour illustrer leur moment avec le petit slime, cela renforçait leur intimité. Ici, ça a été symbolisé globalement avec les gouttes qui prennent la forme de Gomechan. La direction artistique que nous propose la Toei Animation est éblouissante et l'hommage pour la petite créature est très fort. Nous pouvons même voir un Chu encore plus effondré que dans le manga. Quant à Mam, elle est triste de ne pas avoir pu prendre la petite mascotte dans ses bras une dernière fois. De la même façon que Leona et Pop, la case de base présentait de tendres souvenirs. C'est au tour de Dai de faire ses adieux à son ami. De la même façon que tout avait commencé, une goutte se réfugie dans le creux de ses mains. Notre petit héros promet de le retrouver lorsqu'il tombera à nouveau du ciel et il fera encore le même vœu. La goutte s'envole avec un petit rugissement de notre Gomechan qui résonne dans le ciel. La mise en scène est efficace et rend un dernier hommage poignant à la larme divine. Le manga disposait d'une direction un peu plus classique, mais tout aussi efficace. Nous pouvions y voir un beau travail sur le visage de Dai tandis qu'il se promettait de retrouver son ami. Merci à Riko Sanjo pour cette petite mascotte adorable qui nous aura étonnés du début à la fin. Plusieurs indices nous montraient qu'il avait une idée derrière la tête, comme le fait que c'était la seule créature à ne pas s'être transformée sur Darmlin, ainsi que ses rétrécissements ou son passage dans l'esprit de Pop. Le manga lui disait au revoir avec une double page qui présentait le visage en larmes de notre héros et de ses amis. Gomechan était alors tout souriant et s'envolait dans le ciel. La colorimétrie revient à la normale avec une belle transition. Dai annonce sa victoire à Vern. Son plan a échoué et la destruction de la surface n'a pas eu lieu. Mais l'empereur ne répond pas. Son regard est plongé dans l'obscurité avec une direction qui reprend parfaitement le matériel d'origine. Ce sont les liens humains dont il se moquait qui l'ont vaincu. Et un zoom sur le visage de Dai marque sa détermination. Dans le manga, le héros pointait son adversaire du doigt. Mais comme c'est mal élevé, l'animé lui fait serrer son poing pour marquer la force de son discours. C'est sur ce passage que se terminait le chapitre 339 du manga tandis que les émotions de Vern restaient impossibles à sonder. Quel suspense! Ce moment de flottement était aussi marqué dans le début du chapitre 340 où l'empereur restait impassible, le regard ombré, avec un arrière-plan gris. On en perdrait presque nos pupilles. Alors que Pop l'interpelle et le provoque, Vern lui lance un regard glacial. Le résultat à l'écran est splendide et encore plus agressif qu'à l'origine. La case de base avait dû marquer bien des lecteurs tant on sentait que ça allait barder. Tel un bel âtre, il se recoiffe avec allure et admet l'échec de son plan. Mais si l'humanité a tant de pouvoir, pourquoi elle ne l'utilise pas? Cette force viendrait-elle de la futilité de leurs actions? Pop aurait-il la réponse avant que Vern ne les extermine tous? À l'évocation de ce génocide à venir, le dieu du mal installe un sentiment de pression avec un regard incroyable. C'était encore plus impressionnant que dans le manga où son visage était un peu plus neutre. Son thème musical est joué tandis que le soleil se couche. Il est immortel. Peu importe le miracle qui vient de s'accomplir, il peut tout recommencer. Il n'a qu'à en finir avec la coterie et reprendre son plan inexorable.
Alors qu'il annonce l'irrémédiable, le coucher du soleil nous offre une mise en scène exceptionnelle. La symbolique est claire, les espoirs des humains disparaîtront en même temps que les rayons du soleil. Le manga ne présentait pas ce changement, et l'équipe a fait un excellent travail de réalisation. Nous saluons les efforts du studio Pablo qui nous régale depuis le début de la série avec leur magnifique composition des décors. Vern concentre dans sa main son aura et nous régale d'un superbe plan. L'ondulation de sa chevelure fait d'ailleurs penser à du Senseiya. Quant à son regard, il prend une teinte violette et devient aussi agressif que celui d'une bête sauvage. Cette aura était aussi présente dans la planche d'origine, mais il faut avouer que l'expression de l'empereur est bien plus efficace dans cette adaptation. Tout comme dans l'épisode 73, le eye catch a été supprimé pour nous offrir une transition transparente entre la partie A et la partie B. Malheureusement, comme nous n'avons pas la publicité qu'ont les japonais, la direction donne une sensation de faux raccord. Vern est tout d'un coup redevenu bien plus calme, son aura a disparu et son regard de tueur aussi. Coucou. Dans le manga, c'était également le cas. Dès que Pop l'insultait, le dieu du mal retrouvait son état normal à la page suivante. C'est étrange que l'anime n'a pas essayé de changer ce faux raccord, surtout qu'avec la transition, on a vraiment l'impression que Vern est passé aux toilettes pendant la pub. Oh, ça fait du bien. L'empereur admet son respect pour l'humanité. Après tout, celle-ci aura réussi à l'impressionner et aura brillé jusqu'à la fin de son existence. Vern reprend la tournure de Pop comme un éclair pour se moquer ouvertement de lui. D'ailleurs dans le manga, il en riait à gorge déployée. Alors que Pop et Leona pestent contre leur impuissance, Dai réfléchit à une solution. A l'origine, cette introspection était symbolisée par un fond noir. Une partie du texte était éclairée par rapport au reste. Il jure qu'il fera tout pour que cette paix ne soit pas provisoire. Dans la case d'origine, nous pouvions voir un arrière-plan des souvenirs de son combat contre Goroa et des pouvoirs de Baran sur son insigne. C'est un peu dommage de l'avoir supprimé ici car ça aurait pu nous rappeler un détail que nous verrons un peu plus tard. De plus, une case nous montrait le visage de Dai en sueur, rien qu'à imaginer les conséquences de son idée. Ici, il est présenté de dos pour cacher ses émotions. Comme nous nous y attendions, une scène a été censurée dans cet épisode. Alors que Pop était déterminé à tout donner pour le dernier combat, la princesse Leona cessait de cacher son sein pour se préparer à l'ultime assaut. Ce passage était très réussi car il montrait combien la princesse était courageuse et n'avait que faire de sa pudeur de jeune fille. Ainsi, au-delà de l'aspect purement visuel, cette censure nuit au personnage et à son caractère. Cela rejoint un peu l'une des scènes cultes de Gunbuster, où Noriko déchirait sauvagement sa tenue pour accompagner les mouvements de son mecha. Et attention, ce n'est pas du fanservice gratuit, ces scènes sont là pour nous montrer à quel point ces jeunes filles sont déterminées. Par contre ça se complique un peu, les ajustements de la scène suivante la rendent un peu étrange. Dai demande à ses amis de récupérer les iris, mais dans le manga à ce moment, Pop pointait du doigt avec gêne le sein de la princesse. Il se prenait une grosse baffe et c'est à ce moment que Leona utilisait sa cape pour se couvrir. Ici le changement n'est pas expliqué et elle se retrouve dans la même tenue pour aucune véritable raison. Maintenant que toutes les boules sont en sécurité, Dai explique qu'il a un dernier atout mais qu'il ne sait pas ce qu'il va se passer. Notre pauvre héros en tremble de peur. La mise en scène du manga était impeccable, son regard était ombré, puis une case nous le présentait avec son visage en sueur, une trame quadrillée en fond et des effets de tremblement autour de son corps. Alors qu'il disait qu'il avait une idée épouvantable, la plupart des membres de la coterie en restaient bouche bée. Notre héros demande à ses amis de se préparer à quitter le Verd Palace, mais Pop lui rappelle qu'il est impossible de partir d'ici. À ce moment, le manga présentait deux cases illustrant de la gravité dans l'attitude de Dai. Mais le rythme est plus soutenu ici. Il explique alors que si tout se passe comme prévu, la barrière disparaîtra car Vern sera mort. La planche de Koji Inada était très impactante. Un mélange de peur et de confiance se lisait sur le visage du héros. Graphiquement, c'est un peu moins marqué dans l'anime, mais le jeu de la seiyuu Hatsumi Tanizaki réussit bien à capter ses émotions. Les réactions de Vern ont aussi été légèrement modifiées. Ici, on nous le présente avec de la surprise dans son regard devant l'aplomb de Dai, là où il restait stoïque dans le manga. Comment pourrait-il le vaincre alors qu'ils ne sont que trois? Pourtant, notre héros ne compte pas se battre en équipe, et concentre ses insignes. Un plan de dos nous régale de la lueur émise par ses mains et reprend avec efficacité la planche originale. Pop percute enfin que son ami dispose de deux emblèmes. Il était temps. La scène est légèrement modifiée sûrement pour garder un rythme plus allaitant. A la base, la princesse lui précisait qu'il n'avait pas pu s'en apercevoir pendant le combat, mais Dai dispose à présent de l'insigne de son père. L'archimage se disait que Vern était d'un tout autre niveau, vu que ça n'a pas suffi à le battre. Le chapitre 340 ainsi que le tome 36 se terminaient sur un dieu du mal plein de confiance, sûr de sa victoire inéluctable. Imaginez un seul instant la torture que ce fut d'attendre le volume suivant et le grand final de cette aventure. Ce 37e volume commençait avec la dernière double page couleur du manga. Celle-ci nous présentait l'ombre de Dai avec les deux emblèmes du dragon qui semblaient se réunir sur son front. C'est la seule illustration du manga qui nous permet d'apprécier notre héros avec ses yeux bleus, de quoi teaser efficacement la suite du chapitre. Alors que Dai révèle qu'il compte utiliser le maximum du potentiel de ses doubles insignes, Vern explose de rire. D'ailleurs, une phrase du manga n'a pas été reprise, où tout en rigolant, il disait que les enfants disposaient d'une imagination débordante. Seulement, Dai est toujours resté lui-même durant le combat. Il s'est combattu à fond en tant que héros humain, mais un chevalier dragon peut pousser ses limites au-delà. L'empereur comprend alors qu'il fait allusion au lit au Majin. Le manga illustrait un effet de choc au-dessus de sa tête et un zoom sur ses yeux présentait l'évocation de la transformation.
Une musique oppressante accompagne les explications de notre héros. Bien qu'il se soit battu à 100% avec son propre insigne, celui de son père n'a jamais excédé les 40%, probablement par réflexe pour ne pas perdre le contrôle de son pouvoir. S'il venait à les utiliser à fond, sa puissance explosera et devrait donner quelque chose de proche du Ryumajin. La mise en scène nous régale de la mythique transformation avec l'ombre de Baran sur un fond rouge. Ce passage était marqué en arrière-plan dans le manga. La princesse ne peut pas supporter l'idée de perdre Dai et le conjure d'arrêter en lui posant la main sur l'épaule. Il est d'ailleurs surprenant qu'elle puisse le faire sans se brûler étant donné que les insignes sont censés être actifs. Peut-être que leurs activations ne couvrent pas automatiquement le corps de Dai avec Draconicora. Une mélodie triste accompagne les peurs de notre héros, mais il n'a pas le choix. Il doit aller jusqu'au bout pour sauver la Terre. Pop prend son ami dans ses bras. Il le traite d'idiot car il est prêt à sacrifier sa propre existence pour l'humanité. Même si notre héros devenait une bête difforme, le jeune mage resterait à ses côtés jusqu'au bout. Le pauvre Dai se fait malmener par l'empoignade de Pop, mais c'est parfaitement fidèle au manga. Peu importe son apparence, Dai reste Dai et le héros les en remercie. Ce passage poignant a été bien retranscrit et les seiyuu donnent beaucoup d'émotion au dialogue. La planche originale présentait les larmes de Pop et Leona tandis que notre héros était à la fois reconnaissant et résigné. Contre toute attente, un trou béant s'ouvre sous les pieds de Pop et Leona qui sont engloutis dans les profondeurs du Vern Palace. Dans le manga, la princesse restait digne dans sa chute tandis que Pop tombait d'une façon un peu ridicule. De plus, Vern faisait un petit clin d'œil de provocation à Dai. C'est alors qu'un effet de distorsion entoure notre héros. Maintenant que ses amis ne sont plus là pour le voir, rien ne le retient. L'empereur continue de l'émoustiller. Il serait bien curieux de voir ce fameux pouvoir. Cette façon et ce désir de pousser son adversaire à bout pourra peut-être rappeler celle face à Gohan. Le dieu du mal rit aux éclats et Dai se retourne pour concentrer son aura. Dans l'œuvre originale, il était déjà face à lui et lui lançait un regard de tueur. Allez, c'est parti. Nous avons attendu plus de 20 ans pour voir cette transformation. Une musique épique nous emporte tandis que Dai concentre son pouvoir. Son fourreau se détache sous la pression et l'onde de choc propulse en arrière l'empereur. La mise en scène est incroyable et nous présente les pouvoirs des insignes remonter le système nerveux de Dai pour fusionner sur son front. Cette animation est produite par Tatsuya Miki, un animateur freelance qui a surtout fait les beaux jours de l'adaptation de Black Clover. L'insigne revient à sa place originale et détruit le diadème, probablement un clin d'œil à son premier réveil sur l'île de Darmlin. Les 2 pages de la transformation de Dai étaient ponctuées par plusieurs cases accompagnées d'un narrateur externe. Il était alors indiqué qu'à ce moment précis, quelque chose s'était brisé en lui. Dans cet animé, l'explication est réalisée directement par Dai, mais ça peut sembler un peu ridicule de le dire à haute voix. A la base, notre héros avait déplacé son insigne pour échapper au contrôle mental de Baran. Ici, ces 2 emblèmes fusionnent pour reprendre leur place. L'air comprimé et l'aura générée par Dai repoussent encore une fois l'empereur. C'est un véritable monstre qui apparaît. Cette scène est animée par Satoshi Sakai, qui est connu pour s'être illustré dans toutes les saisons de Shingeki no Kyojin. D'ailleurs, c'est assez amusant car il est également présent dans le premier épisode de l'arc Thousand Year Blood War de Bleach, qui a été diffusé 2 jours après cet épisode de Dai no Daiboken. Le manga présentait une page légendaire de la forme ultime de Dai, un trait effectivement monstrueux. Tout comme notre héros, nous pouvons voir que le style de Koji Nada a fait du chemin quand on compare à la page de la première utilisation de l'emblème. En tant que métis, sa forme de Ryumajin est plus humaine que celle de Baran, mais il n'en reste pas moins redoutable. La planche suivante présentait également l'aura de Dai qui était encore plus impressionnante que dans cette adaptation. Les yeux reprennent la teinte bleutée qui était utilisée lors de l'épisode 84. Et oui, ils étaient déjà là pour nous donner un indice sur la nature monstrueuse que pouvait dégager le jeune chevalier dragon. Dai est effectivement devenu monstrueux, et il en a pleinement conscience. Hatsumi Tanizaki force sur sa voix pour coller à cette nature incontrôlable, et c'est sacrément impressionnant. Acculé par autant de puissance, Vern fonce sur lui, et l'animateur Chikashi Kubota nous offre une scène absolument exceptionnelle. Tout y est, des couleurs splendides, un impact frame percutant, des zooms efficaces sur les regards, et le tout avec une animation aux petits oignons. Les fans seront assurément comblés par cette incroyable Calamity End. Kubota est connu pour être le character designer des animés One Punch Man. Il a été également impliqué dans l'animation et le design du film Super Hero de Dragon Ball Super. Le manga présentait cette action sur 2 pages et l'on pouvait voir à quel point Dai était sûr de sa puissance en se tenant immobile face à cette terrible attaque. Le Ryumajin bloque avec un tranchant de la main et l'épisode nous offre un plan splendide de notre héros au sommet de sa puissance. Dai se déplace à une vitesse folle et coupe net l'une des cornes de Vern avec une facilité déconcertante. Celle-ci tombe au premier plan pour une mise en scène impeccable. C'est sur cette séquence que se terminait le chapitre 341, avec un Vern surpassé et incrédule devant la supériorité écrasante de son adversaire. La scène continue, l'empereur hurle de douleur et son 3e œil est scellé. Dans l'œuvre originale, ce moment était marqué par une petite bulle avec un son. Dai semble lutter contre sa propre agressivité et est complètement grisé par sa puissance. Toute cette séquence de contre-attaque est produite par Isamu Takara, un animateur que nous avons déjà vu quelques fois sur la série, comme dans l'épisode 84 quand Dai envoyait valser Goroa au moment de l'activation de l'emblème du dragon sur sa main gauche. Le héros n'est plus lui-même et l'empereur s'en aperçoit immédiatement.
Le manga présentait ainsi une page avec le jeune chevalier dragon déployant toute sa puissance, avec une partie de son visage au premier plan. Ces crocs de Draculito ont dû en choquer plus d'un à l'époque. Le visage de notre héros est métamorphosé. Il ressemble davantage à un animal qu'à un être humain. Vern reconnaît le regard qu'il redoutait tant, celui de Baran et de sa férocité. Dans le manga, le bougre en perdait une nouvelle fois ses pupilles. Dai enchaîne l'empereur qui est complètement acculé et n'arrive pas à tenir la cadence. Tandis qu'il surpasse totalement son adversaire, il lui demande si c'est cela la justice à ses yeux. Est-ce ce déchaînement de force? Être rué de coups par une puissance supérieure? C'est cela la justice? Les émotions de Dai sont complètement transcendées par sa transformation et il en pleure à chaudes larmes. Cette fois, c'est sûr, son regard n'est plus le même. L'épisode nous propose un plan magnifique sur Dai qui semble invincible. La case originale est parfaitement retranscrite avec le sentiment qu'il prend de haut son adversaire. Dorénavant, il n'a plus de pitié ni de point faible. Vern refuse d'admettre la défaite. Cette crise d'ego était marquée par une superbe illustration dans la planche originale et le résultat à l'écran est encore une fois à la hauteur. L'épisode se termine tandis que les deux adversaires se ruent l'un sur l'autre et que leurs poings s'apprêtent à s'entrechoquer. Dai réussira-t-il à vaincre l'empereur avec cette nouvelle forme? Réponse, la semaine prochaine. La Toei Animation a visiblement décidé de nous éclater la rétine pour terminer la grande aventure de Dai, et cet épisode a encore été exceptionnel. L'équilibre était parfait entre les émotions des adieux définitifs à Gomechan et de la transformation de Dai en Ryumajin. De nombreux ajustements ont été réalisés, comme des scènes supprimées avec des faux héros, les explications données à Pop pour le double emblème, ou encore une censure appliquée sur la poitrine de Leona. Même si cela pourrait déplaire aux puristes, difficile de remettre en question les choix sur cet épisode tant le rythme est maîtrisé. La mise en scène de Hiroaki Miyamoto nous a également régalé. Ainsi, le coucher du soleil illustrant la résolution de Vern à détruire l'humanité est une belle symbolique. La transformation de Dai nous a offert un spectacle à la hauteur avec une sensation de puissance inégalée depuis le début de l'aventure. Les phases de combat ont été splendides et le Calamitian n'a jamais été aussi beau que dans cet épisode. En France, les fans de la première heure ont attendu plus de 20 ans pour voir l'adaptation de ce passage en animé, et c'est un sentiment un peu irréel qui se dégage en voyant tout le soin qui a été apporté. Un grand merci aux équipes de la Toei Animation et notamment à Mamoru Yokota qui a une nouvelle fois fait jouer ses contacts afin de ramener un gratin d'animateurs talentueux. Les 2 prochains épisodes s'annoncent tout aussi grandioses. Cette 98e review est désormais terminée et nous espérons que vous l'avez appréciée. Si vous aimez nos vidéos et que vous voulez nous aider dans notre grande aventure, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour nous donner du courage. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux respectifs ainsi que nous rejoindre sur notre Discord dont les liens sont en description. Allez, prenez soin de vous chers disciples d'Avan et à la semaine prochaine.